Bonjour à tous, je viens vers vous par rapport à une actualité chaude, une actualité particulièrement inattendue et spectaculaire. Il s'agit en fait de l'attaque qui a été lancée hier, le 3 janvier 2026, une attaque lancée contre le Venezuela par les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, attaque qui s'est soldée par des bombardements sur la ville de Caracas, effectués par 150 avions et hélicoptères américains, et surtout, bien le kidnapping du président Maduro, qui ensuite a été exfiltré en direction des États-Unis avec un bateau militaire jusqu'à New York, où il doit être jugé pour narcoterrorisme. Or, narcoterrorisme, première nouvelle, c'est un néologisme. Et ben voilà, on retrouve la novlangue dont nous parlions lors des dernières vidéos. Oui, la novlangue, parce que le narcoterrorisme, c'est un néologisme inventé tout simplement par Donald Trump lui-même, qui signifie absolument rien. Alors c'est le bon prétexte pour se débarrasser du président Maduro, pour prendre le contrôle du Venezuela et de ses magnifiques réserves de pétrole, puisque le Venezuela est le pays du monde qui comporte le plus de réserves de pétrole. Alors c'est un pétrole un peu particulier qui est vraiment difficile de raffiner, mais c'est des réserves qui sont somptueuses, qui sont les premières de la planète. Donc là, effectivement, Donald Trump a touché le jackpot. Alors ça pose une série de questions et ça nous rappelle surtout des souvenirs récents. Ouais, évidemment, la destruction de la Libye par les forces militaires occidentales et aussi, bien évidemment, l'attaque qui avait été lancée contre la présidence de la Côte d'Ivoire à l'époque de Laurent Gbagbo pour se débarrasser de Gbagbo, l'emmener à la CPI avec un dossier plutôt vide, mais c'est simplement parce que c'était un empêcheur de tourner en rond. Et puis là, l'enjeu, c'était pas l'or noir, c'était le cacao. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière, qui consiste à attaquer des pays plus faibles militairement, à capter leurs ressources minières ou des ressources agricoles, en tout cas des ressources que ces pays ont, et se les attribuer, mettre en place un gouvernement fantoche. Alors on est vraiment dans les classiques de l'impérialisme. Et j'ai envie de dire que c'est carrément une vision suprémaciste, parce que pour beaucoup de gens, y compris pour des gens originaires des pays du Sud, qui ont adopté l'idéologie des pseudo-maîtres du monde, les pays du Sud global n'ont pas de gouvernement légitime. Ce sont, ou ce seraient, les pays du Nord. Quand je dis les pays du Nord, en fait, l'expression elle est même un peu trop vague. On doit dire l'Occident, parce qu'il y a des pays du Nord qui sont des suiveurs, qui pourraient avoir leur propre vision du monde, mais qui suivent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis il y a des pays du Nord qui font pas partie du club privé très fermé, où on retrouve bien évidemment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, et puis dans une moindre mesure l'Espagne, et puis bien évidemment le Canada, l'Australie, et puis aussi la Nouvelle-Zélande. Enfin, tous ces pays-là, il faut savoir que le Nord le Nord dont on parle est en grande partie anglo-saxon, mais Israël, qui se trouve au Proche-Orient, culturellement est rattaché aux pays du Nord, comme à l'époque l'Afrique du Sud de l'apartheid était culturellement et politiquement rattachée aux pays du Nord, bien que la majorité africaine autochtone du pays soit exclue, et que ce soit de la majorité numérique, mais l'Afrique du Sud de l'apartheid faisait partie de ces pays du monde. Mais les grands leaders de l'Occident sont bien évidemment les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, mais aussi il y a des leaders aussi idéologiques comme la France, un réservoir d'idées, sauf que la France est plutôt dans le suivisme. La France actuelle de Macron, elle ne pèse pas très lourd. Et en fait, c'est presque un satellite des États-Unis d'Amérique sur le plan politique. Et donc, nous avons aussi la Grande-Bretagne, évidemment, etc., etc. Et donc, ce sont ces pays-là qui décident de qui doit gouverner dans le monde. Alors,
Attention, c'est plus compliqué maintenant parce que nous avons affaire à un monde multipolaire, avec le retour sur la scène internationale de la Russie, sous l'égide de Vladimir Poutine. Nous avons aussi comme nouveaux acteurs la Chine, qui est une puissance de premier plan. Nous avons aussi l'Inde, dans une moindre mesure. Et nous avons bien sûr la Turquie. En fait, le jeu est vraiment ouvert. Et l'Afrique du Sud post-apartheid, bien sûr. Le Brésil. Enfin, il y a les BRICS, tout simplement. Là aussi, il y a les BRICS. Donc, c'est la toute-puissance du dollar qui est remise en cause. Les différents États du monde, les différents pays du monde essayent de trouver d'autres formules sur le plan monétaire. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas dire, compte tenu du contexte actuel, compte tenu de ce qui se passe notamment en Afrique de l'Ouest avec les pays de l'AES, la Guinée, n'importe quoi. Je veux dire le Burkina Faso, le Niger et le Mali, cette hégémonie occidentale est de plus en plus challengée dans le monde. Et si on oublie toutes les questions liées à la propagande dont dispose encore l'Occident avec les grandes chaînes de désinformation, est-ce que finalement ce qui se passe actuellement au Venezuela et cette intervention brutale, cet interventionnisme brutal américain, est-ce que c'est pas un des derniers coups de griffe de la bête? Alors c'est compliqué de dire ça. En tout état de cause, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, ça nous rappelle aussi j'aime pas employer le mot capture, parce que le mot capture, comme je disais tout à l'heure, fait vraiment partie de la novlangue, c'est-à-dire ce nouveau langage qui nous permet d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire le kidnapping d'un président d'un pays souverain par une puissance autoproclamée légitime. En fait, qu'est-ce qui rendrait les États-Unis légitimes dans cette affaire ? C'est tout simplement l'emploi d'une force disproportionnée et le fait de disposer de moyens de propagande incroyables. Tout à l'heure, je parlais de cette force de l'Occident ou de cette volonté de dominer et de s'accaparer les richesses du monde. Effectivement, on peut penser que c'est son économie et c'est sa force militaire qui fait de l'Occident une communauté, qu'elle soit culturelle, économique, politique, supra-humaine. On a l'impression d'avoir affaire à une humanité augmentée. Alors qu'en fait, pour reprendre un peu l'expression du chercheur indépendant Michael Bradley, auteur du livre The Iceman Inheritance, l'héritage de l'homme des glaces, publié en 1978, le chercheur canadien Michael Bradley disait que ce qui différencie l'Occident du reste du monde, c'est son degré beaucoup plus élevé d'agressivité. C'est une agressivité qui est culturelle, qui est psychologique, qui est militaire. Et donc, effectivement, cela donne les résultats que l'on sait aujourd'hui. Bien évidemment, ça n'enlève pas qu'au sein même de l'Occident, il existe des forces d'opposition à cet ordre injuste. Donc c'est très complexe, mais il n'en demeure pas moins que l'Occident demeure une force politique, une alliance militaire, un système économique porté par le capitalisme et le libéralisme économique, qui a pour mission de prendre en charge l'économie du monde à son seul profit et de ne laisser que des miettes à ce qu'on appelle les bourgeoisies compradors, qui sont des bourgeoisies extraverties appartenant aux pays dominés et qui sont des défenseurs de l'Occident plus zélés que certains Occidentaux de naissance. Et face à cela, se dresse notamment, parmi d'autres challengers, la révolution bolivarienne, héritière de Simon Bolivar, donc l'unificateur d'une partie de l'Amérique latine ou de l'Amérique dite latine contre l'impérialisme espagnol à l'époque et plus tard contre l'impérialisme yanqui à l'époque de Hugo Chavez au Venezuela au début des années 2000. Personnellement, j'avais connu ce personnage de Hugo Chavez grâce à la campagne de communication qui avait été menée par Jean-Jacques Seymour, l'auteur du livre à l'époque publié chez Benebuc, Une obsession nommée Hugo, car à peine arrivé au pouvoir, Hugo Chavez, le prédécesseur de Nicolás Maduro et son mentor, avait cristallisé toute l'agressivité occidentale
contre ce nouveau venu, contre cet empêcheur de tourner en rond qui voulait rebattre les cartes en Amérique latine et surtout développer son pays avec une répartition des richesses aussi auprès des plus pauvres. Et ça, c'est ce que le capitalisme, c'est ce que le néolibéralisme, et c'est ce que l'extrême centre ne supporte pas. D'où l'intervention qui a été faite hier par Donald Trump. C'est une intervention qu'il faut bien évidemment condamner, mais cela aussi nous pousse à réfléchir de façon profonde sur ces questions. Car c'est le colonialisme, l'impérialisme, le suprémacisme qui apparaît dans sa version et dans la plus brutale, la plus barbare, la plus méprisante des droits humains. Et donc, cela nous amène à nous interroger de façon plus profonde, car cette vision du monde n'est pas l'apanage de l'Amérique de Trump. Certes, Trump est un acteur de ce néolibéralisme, de cet impérialisme, de ce suprémacisme et de cette féodalité moderne, mais il n'est pas le seul. Et de nombreux pays du monde doivent composer avec cette répartition inéquitable des richesses, cette arrogance des puissants, cette brutalité, et c'est un système plus qu'un homme dont il s'agit. Et cela me fait penser, tout à l'heure, j'étais en train de citer le chercheur canadien indépendant Michael Bradley, et justement, dans son livre, The Iceman Inheritance, l'héritage de l'homme des glaces, il y a un schéma qui est tout à fait fascinant, fait de triangles et qui est appliqué sur différentes zones géographiques de la planète, où on se rend compte que des constellations de peuples ont exclu géographiquement, économiquement, culturellement d'autres portions de l'humanité. Et quelquefois, ceux qui s'avèrent être des personnes exclues dans certaines zones géographiques s'avèrent être des personnes privilégiées dans d'autres zones géographiques qui leur sont plus familières. Et donc, c'est cette répartition inégale des richesses, c'est cet élitisme injuste qu'il nous faut interroger. Et j'aborderai la question de façon un peu plus différente et avec encore plus de recul dans la vidéo suivante sur l'élitisme injuste. Je vous dis à très bientôt et il ne faut pas accepter l'inacceptable, je vous le répète encore une fois, et quand bien même nous avons été biberonnés par le cinéma, par l'apprentissage des langues étrangères à être amoureux de l'Amérique, mais ce n'est pas cette Amérique de la conquête de l'Ouest, de la brutalité, de la vulgarité qu'incarne si bien Donald Trump qu'il faut plébisciter. C'est plutôt une autre Amérique, qui est l'Amérique des chercheurs indépendants, l'Amérique de Malcolm X, celle de Noam Chomsky, celle du révérend Martin Luther King. C'est celle-là qu'il faut plébisciter, ou même celle de l'historien Chancellor Williams. C'est celle-là qu'il faut plébisciter. Et il faut avoir un autre rapport au monde, plutôt que le fait d'être de façon continuelle, être ébloui par le bling-bling, par tout ce qui brille. Parce que ce qui brille, quelquefois, résulte de pillage et de dépossession de territoires, de richesses, etc. Donc, si l'intervention d'hier, réalisée par Donald Trump et l'armée américaine, dans sa brutalité, a quelque chose de, non pas de positif, mais de déterminant pour nous, c'est qu'elle nous ouvre encore une fois les yeux sur cette injustice mondiale et sur la nécessité de lutter contre cela.